rejoint. Voilà. Bonsoir Lise. Bonsoir. Bonsoir. Ok, donc en fait, pour récapituler rapidement pour Lise, donc en fait, en général, dans le Z Atelier, la première partie consiste à discuter des dernières fonctionnalités de Zilio, voilà, ce qui s'est un peu passé dans l'actualité de Zilio, et surtout, hein, l'idée, c'est de recueillir des feedbacks, des retours d'expérience sur ces fonctionnalités, ce qui était positif, c'est toujours bon à entendre, et puis ce qui était un peu moins positif, ce qui manquait, quelques difficultés, quelques problèmes d'expérience utilisateur, pourquoi pas. Alors, on ne peut pas s'éterniser non plus sur un petit sujet en particulier, ça peut être adressé plus tard, voire le lendemain. Mais voilà, l'idée, c'était de discuter entre nous de ce qui a vraiment bien fonctionné, un peu moins bien. Et donc là, j'ai une petite présentation et quelques sujets qui peuvent nous servir de support. Donc ça va être la première moitié. Je pense qu'on va essayer de faire 30 minutes là-dessus. Ensuite, on va parler de la première surprise, peut-être un quart d'heure, et puis 5-10 minutes sur la deuxième surprise. Et on parlera rapidement de la roadmap pour les 3 prochains mois. Okay. Donc le premier sujet, le gros sujet, hein, en fait, qui date de l'année dernière, hein, qui a déjà démarré l'hiver dernier, c'est le support du desktop, donc tablette et desktop, avec la refonte de l'interface pour sortir du monde mobile, parce que le Zilio a longtemps été spécifique au mobile. Et une fois qu'on a adressé toutes les fonctionnalités du mobile, tout ce qui était possible de faire sur mobile, on a étendu l'outil pour supporter tablette et desktop, avec un outil qui est devenu responsive, où à tout moment on peut basculer sur les modes tablette et desktop. On a forcément des nouveaux composants qui sont venus renforcer l'outillage, comme les tableaux éditables. On a aussi amélioré les composants graphiques. On a rajouté des composants comme mosaïque, les commentaires. Enfin, il y a eu beaucoup de composants qui sont venus compléter la palette, qui sont un peu différents, en tout cas plus utiles dans un mode desktop. On a rajouté aussi la notion de container. Donc ça a été très bien accueilli, vraiment une révolution, là, la possibilité d'agencer nos composants horizontales, verticales, et puis combiner avec le responsive, parce que les containers s'adaptent au périphérique. Et puis l'apparition des pop-up aussi l'année dernière, qui a vraiment agrémenté l'interface utilisateur. Alors, je te laisse passer. Ah oui, alors, est-ce qu'il y a des commentaires déjà par rapport à palette? Qu'est-ce qui a été vraiment intéressant pour vous? Je peux peut-être intervenir dans ce cas, peut-être commencer, je vais peut-être ouvrir le bal dans ce cas-là. Okay. C'est vrai que tout ça, c'est hyper intéressant, et c'est vrai que le vrai plus de Zilio, c'est justement la possibilité de faire du responsive très rapidement, sans bricoler dans tous les sens. Moi, j'arrive du monde de Bubble, et je sais que quand il faut faire du responsive, bon, ben, on y passe du temps, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai gain de temps, tout ça, et puis toute la liste qui est ici, ça apporte des vrais plus. Moi, j'ai encore un tout petit souci, c'est que souvent, notamment sur les listes, quand je veux faire des listes, en fait, j'ai souvent envie de créer 2 containers, un container mobile, un container desktop, et puis j'affiche l'un ou l'autre selon sauf que quand j'ai une liste à l'intérieur, j'ai plutôt donc le composant liste pour le mobile et le tableau pour le desktop. Sauf que du coup, je génère deux variables et il faut que je traîne 2 variables toujours à gérer. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Voilà. C'est le petit, mais sinon, tout le reste, c'est vrai que c'est vraiment hyper pratique, et ça permet de faire des écrans super rapidement, quoi. Tout ce qu'on a, toute la liste qui est là. D'accord. Ok. Et tu sais que, alors je ne sais pas si c'est possible dans ton cas, mais 2 listes peuvent pointer sur la même variable. Ouais, mais ça veut dire que quand on appelle la variable, après, on l'a 2 fois, on l'a en mode liste et on l'a en mode tableau dans l'appel à l'appel à la donnée, plus exactement. Et j'ai l'impression que des fois, ça fonctionne pas correctement, quoi. Donc, c'est vrai que je suis toujours un petit peu embêté avec ça, mais bon, peut-être parce que j'ai pas assez creusé le sujet, c'est possible. D'accord. Bah, écoute, ouais, c'est un souci, bah, tu mets un message dans le Ce que Slack. tu es en train de dire, c'est que si on nomme, si on a 2 listes, une liste pour le mobile et puis un tableau pour le desktop, si on donne le même nom de variable, Ouais. normalement, Tu peux avoir 2 listes.
jusqu'au Ouais, bout. tu peux avoir deux listes qui pointent sur la même variable et Et, tu peux du coup avoir le même écran de détail, par exemple. Ça, d'accord. je pourrais- Et je pourrais te pourtant, le dire. quand on appelle la donnée, on a deux éléments différents. On voit deux éléments différents. Mais c'est pas grave. OK. C'est la même référence au final. Hmm. Voilà. OK. Sauf si tu me dis qu'il y a un bug quelque part, et dans ce cas, on regarde, hein. Hmm. On le fait assez Ouais, bah, couramment, en fait, hmm. afficher un détail de plusieurs sources possibles. On a une appli d'intervention, par exemple, où on affiche soit sous forme d'agenda, soit sous forme de carte. Hmm. On utilise la même variable, et puis quand on clique sur l'un ou l'autre, on arrive sur le même écran de détail parce que la variable est la même. D'accord, OK. Non, non, mais pour moi, bon, bah, sûrement, c'est vraiment, enfin, ça, c'est le gros plus de Zidio, hein, c'est la gestion du responsive et ça, c'est clair que moi, je gagne un temps fou, hein. Ok. Hmm. Ah, il faut savoir aussi qu'il y a alors je l'ai montré dans un stream, il y a la nouvelle fonctionnalité qui permet de configurer la largeur des écrans. Parce que je sais que la plupart d'entre vous utilisez les containers euh, pour pouvoir centrer les éléments au milieu de l'écran. Et donc, en fait, il n'y a plus besoin d'utiliser les containers pour ça. Donc, ce qui simplifie, c'est évite d'avoir des containers dans des containers. OK. Alors, Emmanuel, je te propose de continuer. OK. On va essayer de passer 2-3 minutes par slide. Ouais, donc Moi, là, un autre sujet, là, UX. Donc, on a fait appel à un ami, Bertrand, qui est infographiste, que je connais depuis plus de 20 ans, qui est vraiment très, très bon. Et en fait, effectivement, quand il a vu l'application il y a 2 ans, il m'a dit, ouais, il y a pas mal de choses à reprendre, il y a des aspects un peu trop techniques, ça manque de cohérence parfois. Et il m'a surtout dit, ça rejoint des remarques, c'est que l'interface sombre de l'époque faisait que l'outil semblait plus technique qu'il ne l'était. Donc, c'est pour ça qu'on est passé en mode léger, on a affiné, on a modifié énormément d'icônes, on a changé des textes et on a revisité beaucoup, beaucoup de choses pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, j'imagine que ce sentiment est partagé. bah, au début, on se demandait pourquoi changer parce qu'on aimait très bien notre interface. Et en fait, tu as changé et c'est passé tout seul. On s'y est fait Ouais. tout de suite sans difficulté. Et aujourd'hui, on y est habitué, hein. Comme le desktop, pareil, c'est tellement fluide qu'en fait, on utilise tout maintenant, les deux, etc. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est peut-être pas encore le cas. Mhm. Ouais. On va remettre en place hein, le mode dark. Parce que là, OK. techniquement, ça fonctionne sous forme de thème. Donc, il faudrait qu'on fasse un thème dark. Et puis, du coup, vous pourriez retrouver le thème dark. Notamment, si vous travaillez le soir, c'est quand même plus sympa d'avoir un thème plus sombre. Ouais. OK. Très bien. Pas Bon. d'autres remarques. Ouais. Hop là. OK. Voilà le sujet de l'IA. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, l'IA, c'est incontournable. C'est partout. Et comme je l'ai exprimé dans des streams, c'est vrai que ça se complète beaucoup avec le no-code. Ça complète le code, mais ça complète aussi le no-code, dans le sens où dans l'outil, on peut utiliser d'ores et déjà là, des générateurs d'écran assistés par l'IA, générateurs de tables, et on a ajouté également la génération de composants. Donc tout ça est complètement intégré à Zilio. On peut même générer une application complète depuis le dashboard, mais aussi depuis Zilio.fr. Et c'est vrai que les résultats sont assez impressionnants. Je crois que c'est la troisième itération sur l'IA, parce qu'il y a quand même toute une phase d'apprentissage. Il faut quand même expliquer à l'IA comment fonctionne Zilio, lui expliquer la liste des composants, comment les utiliser. Ce n'est pas un sujet simple parce qu'on ne peut pas alimenter l'IA avec des tonnes et des tonnes de données, parce que sinon elle commence à halluciner, elle ne fonctionne plus bien. Donc en fait, dans le cas de Zilio, il a fallu passer par un format intermédiaire simplifié. Et en fait, on demande à l'IA avec un format simplifié, et elle nous retourne une proposition d'application ou d'écran ou de table dans un format simplifié. Donc ça fonctionne assez bien, c'est la troisième itération, on va en faire d'autres, parce que tous les composants ne sont pas connus de l'IA. Il faut qu'on continue à les décrire. Moi, ce que je remarque, vous me direz ce que vous en pensez, mais l'IA est souvent demandée par les nouveaux utilisateurs des idiots, ou en tout cas ceux qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas les utilisateurs
historique de Zydio. En tout cas, la plupart avec qui j'ai discuté ne sont vraiment pas intéressés par l'IA. Ils me disent non, je n'ai pas besoin d'IA, j'ai un outil, je l'utilise, je contrôle tout. Pourquoi pas créer un composant, mais le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Nathanaël. Je suis plutôt de cette école-là aussi, moi. Vas-y, Nathanaël, tu peux prendre la parole si tu veux. Je peux juste partager un petit peu, si vous voulez, si ça intéresse, le point de vue Glide. Glide aussi a beaucoup poussé l'IA. Et il y a environ 1 an et demi ou 2 ans, ils ont aussi poussé la génération de composants avec un composant IA, enfin avec l'IA. Et pareil, on peut créer des applications à partir de l'IA. Et plus récemment, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont sorti un nouveau produit qui s'appelle GlideOS, qui est un produit à 100% séparé de ce qu'ils appellent maintenant Glide classique. Donc, ils ont leur outil no-code Glide classique. Et maintenant, un nouvel outil qui est un peu comme Lovable ou Replit ou quelque chose comme ça, ou Base 44. Et c'est vraiment... Moi, je dirais que c'est une pré-alpha. On est vraiment au tout début. Et puis après, du point de vue utilisateur historique et surtout les experts, il y a beaucoup d'experts qui sont un peu déçus. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là d'ailleurs. Et mais je dois dire que j'ai aussi joué un petit peu avec certains de ces outils, par exemple Lovable. Et moi, je trouve ça assez dingue. J'ai reçu des demandes clients où moi, je passe les requirements dans mes IA, enfin dans mes LLM. Il me dit que ça va me prendre entre 30 et 60 heures de temps de création sur Glide classique. Et sur Lovable, ça m'apprend 2 heures à tout casser. Donc là, le gain de temps est assez hallucinant quand même sur les outils comme Lovable et ce genre de choses, quoi. Merci, Nathanaël. OK. Et Martial, tu voulais intervenir tout à l'heure? Bah, c'était juste pour confirmer qu'effectivement, moi, la partie conception d'app par l'IA, enfin, je l'utilise pas tout simplement parce que quand on a besoin d'écrans qui sont éventuellement un petit peu plus techniques, un petit peu plus spécifiques, ils sont déjà quasiment prédéfinis dans les modèles d'écran. Et c'est surtout pour les parties là. Après, le reste, il y aura, enfin, même en générant par l'IA, il y aura besoin de repasser derrière pour customiser, etc. Et quand j'ai essayé, j'ai pas constaté un gain de temps phénoménal par rapport à l'utilisation des écrans types. Merci. Lise? Moi, je vais juste te donner mon point de vue de nouvelle utilisatrice et en plus pas développeuse du tout. Ce que je trouve intéressant quand on ne connaît pas encore tout à Zilio, c'est de pouvoir lui dire lequel tu utiliserais en fait. Tu vois, lui dire je voudrais faire ça, quel composant tu prendrais pas, fais-moi tout, mais juste lui poser des questions ponctuelles sur l'outil. Tu vois, alors, c'est pas de la vraie IA, entre guillemets, dans le sens où je ne lui demande pas de construire un truc, mais je trouve ça intéressant de s'en servir comme boîte de dialogue quand on est débutant, en tout cas, de pouvoir lui dire qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là, qu'est-ce que tu mettrais, j'arrive pas à changer la couleur, aide-moi. Enfin, toi, je pense que l'IA pourrait être intéressant dans ce sens-là, en fait. D'accord. Un assistant. Oui, voilà, c'est plus assistant que créer en entier, en fait. OK. Ouais, c'est intéressant, ça. Je n'ai pas pensé. Ouais, c'est vrai. Ouais, on utilise Slack quand on a un petit besoin comme ça. Tu vois, mais je L'option me dis, cachée. ça peut être le petit aide-moi, quoi. Aide-moi, dis-moi comment le faire. Ou, Ouais. Notion fait un peu ça aussi. Ouais. On lui dit, on cherche un truc qui va nous aider, quoi, sans le faire à notre place. C'est ça. Et j'avais sur un ancien logiciel mis en place quelque chose qui s'appelait Lemon Learning, qui est un add-on que tu viens plugger sur ton site, en fait, et qui génère des petites bulles d'apprentissage pour le métier. Et c'est pareil, en fait, tu avais un chatter, et quand tu lui disais, je me rappelle plus comment on enregistre, ou je me rappelle plus comment créer une nouvelle personne, il avait une assistance, en fait. Donc, il faisait rien à ta place, mais c'était un help, quoi. Ok. Intéressant. Merci Lise. Jérôme, si tu veux prendre la parole. Ouais, c'était juste pour parler de l'IA, j'ai testé un peu. C'est vrai que je vois plus l'intérêt pour des composants un peu spécifiques pour se développer que faire des trucs complets. Mais faire des trucs complets, ça sert aussi pour les débutants pour des fois
démarrer le projet, pas partir d'une page blanche, ça donne des idées, ça donne des composants, ça donne des visuels. Et je fais pas mal aussi de développement de vibe code sur le côté pour voir un peu ce que ça donne, comment le faire et tout ça. Et souvent, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est que ça permet de démarrer vite et de voir des visuels et peut-être traiter des choses comme on ne l'aurait pas traité et qui nous donnent d'un autre point de vue et des choses qui peuvent être mieux faites à des moments que ce qu'on aurait fait nous. Donc, c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser. Et après, l'autre côté aussi, j'ai utilisé le MCP. Plus pour faire de la doc, pour avoir toutes les tables, etc., enrichir de la donnée, etc. Et ça a marché assez bien. Et je trouve que ce côté aussi avec l'IA, bah, comme un peu ce que Lisa a dit, de s'en servir comme base de consultation pour aider, mais aussi pour te renseigner ou pour te dire je vais faire ça, la questionner. C'est vrai que ça peut être un gros point en plus ou qui développe un petit truc, un petit écran sur le côté, puis après, toi, tu t'en sers et tu le customises, mais je le vois plus comme une aide, comme souvent, qu'un développeur, enfin un développement complet. Ok, intéressant. Intéressant. Ok. Moi, j'ai pas testé encore. Comme je mets 6 mois à faire une application à chaque fois, donc prochaine, je testerai. Ok, alors quel est le prochain sujet? Mohamed, Mohamed va intervenir. Ouais, Didier, moi, ma question, en fait, j'ai essayé aussi de créer l'application avec l'IA, mais moi, j'étais un peu bloqué par rapport à l'itération, en fait. Quand je prends l'exemple sur Hostinger ou sur Zit, je donne mon prompt pour me créer une application et après, si je ne suis pas satisfait, j'ai toujours la barre de recherche ou d'écriture, en fait. Je peux encore redonner un autre prompt pour qu'il corrige, en fait, ce qu'il a déjà préparé en amont. Mais avec Zilio, je ne vois pas trop cette possibilité. Une fois qu'on envoie le prompt et qu'on n'est pas satisfait de l'application ou qu'on veut rajouter d'autres choses, je ne sais pas par où le faire. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Alors, ce que peut faire avec Xilio, l'IA aujourd'hui, elle génère. C'est-à-dire qu'elle génère des nouveaux écrans, des nouvelles tables, sur la base de ce qui existe. Donc, par exemple, si tu as des écrans de liste, tu peux demander à crée-moi des écrans de détail sur des écrans existants. Donc, tu peux compléter. Hein, si tu ouvres le volet de gauche, tu peux continuer à générer. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, tu ne peux pas corriger. Tu ne peux pas lui demander de changer un écran. Ça, c'est vrai. Il faudrait qu'on y travaille. Mais tu peux continuer à générer. Hein. D'accord, ok, très bien. Merci. Donc, il y a modifié. Bon, c'est le même slide. Emmanuel, ok. je pense qu'on peut passer, s'il te plaît. Voilà. Ah, c'est ton composant, Emmanuel. Je sais pas si tu as vu. Ah ouais. Ah oui. Voilà, les composants, ça, j'utilise beaucoup. J'en ai fait plein. Et bon, ça ne marche pas toujours, mais une fois qu'on y arrive et qu'on a réussi à itérer, après, ça marche plutôt bien. C'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Notes. Ok, on a ajouté les notes également. Ah oui, les avis, les notes. Ouais. Au niveau composant, au niveau écran, au niveau action et au niveau table, il me semble. C'est quelque chose que vous utilisez? Non. Ouais, c'est bien quand on travaille à plusieurs sur l'app, ça. Ça peut être ça, ou documenter. J'ai mis un exemple, tu vois, Ouais. le composant est sélectionné, puis j'ai écrit message à confirmer avec le chef de projet. Tu as un horodatage. Ouais. Moi, je m'en sers en liste de tâches quand j'ai des choses à faire sur les écrans de formule. Soit en renseignement pour dire bah, pourquoi j'ai fait comme ça, Ouais. soit pour mettre un truc que je dois faire plus tard ou des trucs comme ça. Je me note des infos, mais tout seul. Je me mets des petites notes pour m'en rappeler dans le temps. Ouais, moi pareil, c'est un petit peu documentation. Après, les petites notes pour me rappeler dans le temps, j'utilise plus un écran qui me sert un peu de brouillon que je mets à côté. Je sais que l'écran brouillon avec des zones de texte, c'est un peu ma to-do. Et puis les notes, c'est plus la doc, en fait. Je sépare un petit peu les deux fonctionnalités comme ça. Et puis au moins la to-do, je l'ai sur, je l'ai partout, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait parlé aussi de la possibilité de voir toutes les notes.
à la fois, Mm. ce qui serait quand même utile, effectivement, pour consulter. Et Nathanaël nous dit, c'est bien ça? Ah non, non, c'est Marc-Olivier qui nous dit qu'il faudrait pouvoir les valider avec une checkbox. Ouais. C'est vrai que moi, j'utilise Google Task à chaque fois pour lister les petits trucs que j'ai à faire et je les coche par habitude. Et checkbox. Et après, Combien de temps perdre, hein? je me suis dit aussi, l'utilisation qui peut être sympa avec l'IA, justement, ces notes et servent à enrichir aussi le contexte pour l'IA, quoi. Enfin, moi, je l'imaginais comme ça, même pour la documentation, même pour tout ça, parce que ça peut nous faire gagner pas mal de temps en documentation. Une fois que l'IA elle a accès aux bases de données, que tu as des commentaires pour certaines fonctions et tout ça, elle va pouvoir t'aider à générer une doc, et même que tu dois corriger, mais au moins ça te fait un premier jet, ça te fait des infos, etc. Et ça, c'est assez top. Ouais, ça, c'est Avec pas- le MCP, tu as accès aux docs, aux notes, pardon? J'ai pas fait gaffe Je- quand j'ai regardé. Je ne crois pas. Enfin, comme je l'ai essayé, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Non, justement, c'est intéressant. Là. On a ajouté que les données. Donc, ça vous permet de consulter, et d'agréger vos données, de générer des rapports. On a focalisé là-dessus, mais effectivement, on n'a pas forcément pensé à y inclure les données, pas les données, mais la définition de l'application avec les écrans, leur contenu, et puis également les notes. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu, on peut l'ajouter. Hein. Voilà, je l'ai noté. Là, on va agrémenter si ça. ça te permet de créer une documentation qu'on ne fait jamais ou sur le tard, ça peut être bien. Ah, c'est plus facile à faire du coup. Hein. Je suis assez fort en idée de feignant, il n'y a pas de souci. L'IA est plutôt bonne à générer des docs. Tout à fait. Ok, sujet suivant, je regarde l'heure, hein, donc avancer. Ouais, les grandes tables, donc grand sujet, c'était le mot grand. Ouais, on a passé plus de 6 mois sur ce sujet, on a dû faire des changements d'infrastructure, on a une nouvelle base de données pour les grandes tables. Voilà, donc on est assez fiers du sujet, hein. On a vraiment des performances qui sont excellentes, on a fait vraiment des tests sur des gros volumes, hein. On a des tables qui font 10 millions de lignes et l'application réagit même plus rapidement que sur les petites tables. C'est assez impressionnant, les filtres fonctionnent très bien aussi, on peut filtrer en temps réel, on peut trier également en temps réel. Voilà, donc un sujet qui fonctionne bien, qui a quand même des coûts d'infrastructure, donc on n'a pas pu le mettre, hein, évidemment, dans le plan entreprise. Donc il est dans le plan entreprise plus. Si vous souhaitez faire des tests, on pourra vous débloquer la fonctionnalité. Et après, il y a une migration possible entre les tables standards et où tu exportes tes données et tu les recopies. Ouais, on a un ticket là-dessus, c'est Martial, je crois, qui avait fait la remarque de pouvoir basculer d'une petite table à une grande table. Donc on a un ticket effectivement là-dessus. Au pire, oui, tu peux exporter, importer. Voilà. Question de Nathanaël? Oui, j'aurais une question concernant les grandes tables. Donc, j'ai utilisé le terme grande table et petite table, c'est ça, pour les autres tables régulières, en normal? Table standard. Table standard, très bien. Ma question, ce serait du coup les tables standards. Ce qui se passe, c'est que la donnée est téléchargée directement sur l'appareil de l'utilisateur final, alors que pour les grandes tables, tout ce qui est process se fait côté serveur, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des différences de, pas de configuration, mais comment on dit en français? De behavior, de comment elles fonctionnent entre les tables standards et les grandes tables, que ce soit sur des roll-up ou des relations ou ce genre de choses? J'imagine que oui. Oui, oui, on ne peut pas les traiter de la même façon. Ouais. J'ai fait un stream sur ce sujet. Ok, dédié aux je grandes tables. regarderai. Et effectivement, quand on travaille avec des grandes tables, on a des limites sur les filtres. Parce qu'on ne peut pas filtrer côté back-end, côté serveur, avec des formules. Sur plusieurs colonnes, c'est impossible. On a fait des tests, hein. On a fait des tris, ça prenait plus de 3/4 d'heure. Ok, très bien. C'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Oui, oui. Mais vous avez fait un stream dédié, si tu veux. Je regarderai. Ok, sujet suivant. Ok, audience. Donc, audience, c'est un sujet qui n'avait pas trop élaboré dans Zilio.
À l'interface, on avait 2 pauvres graphiques. Et donc, il y a quelques mois, ce n'était pas la demande d'un client en particulier, mais il y a quelques mois, on s'est dit, bon, on va peut-être améliorer cela parce que c'est quand même une fonctionnalité qui fait partie du plan entreprise. Donc, c'est censé quand même inciter les utilisateurs pro à passer en entreprise, entre autres. Hein. Et donc, on a rajouté des fonctionnalités comme le parcours utilisateur, qui a déjà été évoqué hein, dans quelques discussions et qui est très apprécié. Et souvent, on nous pose la question, comment je peux savoir comment mon app est utilisée? Et on ne doit pas bien la mettre en avant parce qu'elle n'est pas très connue, cette fonctionnalité. Et en fait, quand on dit que ça existe et que c'est dans l'onglet audience, c'est une grande, belle surprise, en tout cas pour les utilisateurs qui en avaient besoin. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, elle vous a été utile? Non. Donc, pour une application de covoiturage, on a une inscription sur 4 écrans, quelque chose comme ça, parce qu'on est sur une marketplace avec des contraintes, vous savez, qui s'appellent KYC, Know Your Customer. Donc, il faut absolument renseigner, il faut donner cette carte d'identité, permis, IBAN, adresse complète, téléphone. Tout ça, c'est obligatoire, hein, c'est réglementaire au niveau Europe. Et en fait, les fondatrices de la société cherchaient à comprendre à quel moment les utilisatrices abandonnaient l'inscription. Est-ce que c'était à l'écran numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Donc ça a permis de savoir davantage ce qui se passait dans le parcours utilisateur et puis d'apporter des correctifs sur l'expérience utilisateur. Voilà. OK, fonctionnalité suivante, le SaaS. Donc ça, on ne l'a pas vu hein, chez nos concurrents. Donc c'est la possibilité de créer son produit SaaS à partir d'apps Zillow, parce que vous pouvez créer autant d'applications Zillow que vous souhaitez, avec des actions dédiées au SaaS, avec la possibilité de créer des applications à partir d'une app modèle, mettre à jour une application lorsqu'elle a été améliorée, synchronisé après coup et publié. C'est-à-dire que, et ça je l'ai démontré dans des streams, je ne sais plus si c'est quelque chose comme le 7e et 8e, où je montre que depuis une app, comment on appelle cela, une app landing page, vous voyez, une app qu'on met dans un site web, on a la possibilité de créer, de présenter une app, de collecter des informations dans un formulaire et de payer. Et ensuite, toutes les actions se déclenchent, c'est-à-dire qu'on a une action de création d'application, de modification d'appli et de publication d'appli. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, le client du SaaS a pu payer une application et obtenir son application publiée, opérationnelle, avec son QR code. Donc ça a été démontré dans les streams. Alors, je sais que toi, Nico, Nicolas, tu utilises cette fonctionnalité. Oui, moi, c'est vraiment je ne crée des applications que dans ce cadre-là, en fait. Hein, donc, et c'est vrai qu'au début, il me manquait certains éléments, mais petit à petit, c'est vrai que ça a été enrichi, notamment l'action modifier application me permet vraiment de pouvoir personnaliser encore plus chacune des applis. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, j'attends avec impatience les automatisations parce qu'aujourd'hui, les automatisations, c'est vrai que je les gère dans N8N et pour personnaliser chaque automatisation pour chaque application fille dans N8N, c'était un peu une usine à gaz, hein, clairement. Donc là, je pense que ça va vraiment venir compléter tout. Et là, je pense que pour faire des SaaS, on a vraiment tout ce qu'il faut. Là. On a une question de Nathanaël qui demande est-ce que Zillow gère app mère, app fille, qu'il puisse y avoir des forks? En fait, ça est complètement libre. C'est-à-dire que quand tu crées une application à partir d'un modèle, ce n'est pas vraiment un modèle, c'est juste une autre app. Donc, c'est en fonction de tes besoins. Tu peux créer des apps d'apps. Enfin, tu peux avoir autant de niveaux que tu souhaites. C'est à toi de gérer cela. Le Zillow n'apporte pas de contraintes particulières.
OK. Très bien. Next. Le SSO. Voilà, donc voilà, première grande fonctionnalité B2B qui vient compléter les grandes tables. Donc la possibilité d'authentifier les utilisateurs des apps mobiles, pas du studio, hein, des apps mobiles sur un système d'authentification fourni par le client. Et donc pour cela, on a implémenté le SSO. Est-ce qu'on pourrait imaginer, j'ai une question là-dessus, est-ce qu'on pourrait imaginer justement que, mettons qu'une app, ce soit un parcours de vente, par exemple, et qu'un administrateur puisse envoyer un secure link à un autre utilisateur pour que cet utilisateur, quand il clique sur le link secure link qu'on lui a envoyé dans un email, il accède directement à l'application avec un contexte. Est-ce que c'est ça l'accès mobile basé sur un token unifié? Ce n'est pas ce que fait SSO. Hein. SSO permet d'authentifier les utilisateurs sur un système d'authentification interne à la société. L'annuaire d'utilisateurs LDAP, par exemple, ou Microsoft, Active Directory. Donc, c'est vraiment quand les grandes entreprises qui ont un système d'authentification interne, donc au lieu de déclarer les utilisateurs dans ta table d'utilisateurs un par un, où on a les importants, tu vas directement authentifier tes utilisateurs sur le système du client. Il me semble que ce que tu évoques, c'est le... On a un ticket là-dessus, je crois que c'est le Magic Link, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, on a un ticket là-dessus, effectivement. OK. Bien. Pas d'autres réactions. Les boucles. C'est bien ça. Voilà, donc sujet qui est apparu il n'y a pas très longtemps, la possibilité de boucler sur des tables avec un filtre et de boucler dans un workflow. Puis là, comme vous voyez dans cet exemple, on peut avoir des branches, ça ne pose aucun souci. On n'a pas implémenté les boucles dans les boucles, on peut le faire si nécessaire. Bon, il y aura un travail quand même de présentation pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver, hein, parce qu'une boucle dans une boucle, que ce soit en tout cas bien souligné. Voilà, donc ça c'était vraiment une des premières briques pour arriver aux automatisations. Il y a Marc-Olivier qui demande boucle for et while. Non, c'est uniquement for. Pour l'instant, le while, on n'a pas d'objets dans Zilio qui sont itératifs dans le sens où on fait suivant jusqu'à la fin. Donc on ne peut pas avoir de notion de while dans Zilio. C'est une boucle sur une table qui peut être filtrée avec un max d'éléments. Si tu as des exemples fonctionnels sur le while, on est preneur. Après, je pense qu'il veut dire, ouais, tu mets une table, en gros, tu as un nombre d'enregistrements et tu vas itérer dessus. Je pense jusqu'à tel point. Ça peut notamment quand on demande des choses à l'utilisateur, en fait, tant qu'il ne nous a pas fourni ce qu'on a envie, eh ben, on lui repose la question, potentiellement, on peut rafficher un message. Enfin, c'est dès que la fin est incertaine, du coup, c'était pour rapport à ça. Ouais. Ah, ok. Et du coup, si on a la boucle while, on peut faire la for, mais l'inverse, on ne peut pas, ouais. Ok. C'est un truc que je n'ai pas testé encore, mais j'ai hâte. Moi, je sais que j'ai une appli, j'ai supprimé les trois quarts de mes workflows N8N. Clairement. C'est tout revenu dans Zilio. Excellent. Vous nous direz si vous avez besoin de boucles imbriquées, on peut les ajouter. Après, pareil, par rapport aux boucles, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des logs sur justement les actions et puis même sur une boucle, de se rendre compte de peut-être ce qu'a loupé au bout d'un moment ou pas et se rendre compte des erreurs. Ouais. On va en reparler ce soir. Ouais. C'est un sujet ce soir. Ok. Sujet suivant. Je ne me souviens plus des slides. Hein. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Alors, il n'y a plus rien. C'était la dernière. Ah, bah c'est le dernier. Ok. Ok, très bien. Est-ce que c'est dans le contexte des boucles, ma demande à propos de création de
de sortir les produits du panier pour créer une table avec les différents produits. Ouais, je pense que sur le panier, il y a une réflexion à mener. On n'a jamais été content du panier, parce que le panier, c'est quelque chose d'assez spécifique. Vous voyez, même le composant lui-même, panier, il est un peu spécifique. Et en fait, il a été là parce que pendant bien longtemps, les formules étaient limitées. On n'avait pas de composants tables. On ne pouvait pas faire des totaux sur des formules, sur des tables, sur des enregistrements. En fait, il était complètement impossible de reproduire un panier avec les briques de Zilio. Aujourd'hui, on pourrait le faire. On pourrait construire un panier. Ouais. Donc, c'est un peu délicat. Il faut qu'on mène une réflexion par rapport au panier, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. Soit on le conserve tel qu'il est, et dans ce cas, on prévoit une boucle spécifique panier. On l'assume, voilà, on garde le panier et il a sa boucle. Soit on le remplace par quelque chose d'autre et on le fait rentrer dans le cadre plus large de ce qui existe. Et dans ce cas-là, il y aura moins de limites. Voilà, il faudra veiller, hein, si on fait ça, à ne pas casser les applications en cours. Mais on n'a pas du tout tranché sur le futur du panier, qui n'est pas très beau d'ailleurs, hein, dans le studio. L'affichage du panier n'est pas très sexy, il n'est pas très customisable. Il fait le boulot, il fait vraiment juste le boulot. Parfois, on nous demande un peu de customisation, on le fait, mais vraiment à tâtons parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir. En tout cas, on ne cassera pas aux applications. Hein, ouais, parce qu'à la fin, on se retrouve avec un JSON avec toute notre commande, mais dans Zilio, on ne sait pas comment la traiter. Donc, on passe par make pour… On a fait ça parce qu'effectivement, on ne pouvait pas faire de panier. Il y a 2-3 ans, quand on a commencé, il fallait un panier, mais les briques n'étaient pas là. OK. Alors, avant qu'on passe au prochain sujet, c'est ce que tu allais dire, Emmanuel? Si tu avais autre chose à partager à l'écran ou si je te laissais la main. Ouais. Avant de passer aux deux surprises, est-ce que vous avez des remarques quelconques sur l'outil, sur un projet que vous souhaitez démarrer, une grande limite que vous auriez identifiée, ou juste des feedbacks très positifs, hein, on prend aussi. Hein. Alors moi, je n'ai pas testé beaucoup, mais j'ai une question sur ce qui est dans la roadmap. Je crois que ce n'est pas disponible actuellement. Est-ce que le versionning est prévu? Et si oui, à quel horizon? Non, il n'est pas prévu. On en a D'accord. parlé plusieurs fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on rejette, mais ce n'est pas une demande qui a été émise, réitérée, tu vois, par rapport à toutes les autres. D'accord. Donc, ça peut être fait. Ça peut être fait. D'ailleurs, on sait le faire. Hein. On sait le faire simplement parce qu'on sait exporter des applications, on sait les cloner, on les archive quotidiennement. C'est quelque chose qu'on saurait faire très rapidement. Par rapport à ce que vous faites déjà pour le SaaS, du coup, ça m'a fait penser à ça finalement quelque part aussi. Finalement, c'est aussi… Et quand vous allez attaquer peut-être plus les grands comptes avec les grandes tables aussi, je pense que le versionning, c'est peut-être quelque chose qui va remonter peut-être sur la pile. Ouais, je note. Parce que souvent, ils ne veulent jamais travailler directement sur la prod. Hein. C'est de travailler sur l'environnement de développement. Et si on prend l'exemple de TimeTonic, il n'y en a pas. Du coup, c'est 2 clones. Et donc, tout ce qu'on fait sur Dev, on ne peut pas le remettre sur la production facilement. Quoi. Après, on a l'action mise à jour d'application qui permet de reporter les modifs d'une app sur une autre dans le modèle SaaS. Alors, en fait, c'est ça quelque part, du coup. Hein. C'est pas vraiment du versionning, tu vois. Non, bien sûr, mais bon, ça, c'est les premières briques, quoi. Ça à la main. Ce qu'il y a, Didier, toute cette possibilité-là, ça va faire que le front, en fait, tout ce qui est back, table, ils ne vont pas suivre si on fait mère-fille. Ouais. C'est ça. Ouais, parce qu'effectivement, on considère que l'application fille, quelque part, elle a commencé à vivre, elle a commencé à avoir ses propres données. Et du coup, on ne veut pas reporter des données, vider la table depuis l'application mère. En revanche, une nouvelle table sera créée. Si une nouvelle table a été créée dans l'application mère, elle apparaît dans la file. Et effectivement, le versionning, qu'est-ce que tu verrais dans le versionning, Marc-Olivier? Tu verrais la définition de l'app? Pour moi, c'est pas tellement les données, c'est vraiment plutôt tout ce qui est métadonnées, automatisation,
Parce qu'en fait, derrière, quelque part, si j'ai pour moi, une application, quand elle est en production, idéalement, si on veut tester une nouveauté et qui est assez structurante, bah, du coup, j'imagine que tu dois dupliquer on peut dupliquer complètement l'application avec tout. Mais si on teste que c'est bien, après, voilà, comment on fait pour, tu vois, pour la mettre en production? Est-ce qu'on la reduplique et on dit que c'est celle-là qui est en prod, mais si du coup, si on reduplique, le problème, c'est que les données, ça va peut-être poser un problème aussi. C'est vraiment cet enjeu-là, quoi. Ok. Donc le cycle de développement. Ouais. Parce que moi, je le fais actuellement pour un client Exilio et j'ai créé un caramel dev pour lequel je dev des fonctionnalités jusqu'à temps qu'ils sont testés par le client et validés. Et après, je fais manuellement tout parce que comme je ne sais pas ce qui a changé, etc., bah, je préfère refaire toutes les étapes, je note tout ce que j'ai fait et puis après, je restitue. C'est vrai que d'avoir la possibilité de gérer ça de manière un peu plus dynamique. Ouais, tu reportes manuellement. Ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est des différences entre applications. Tu as une modif dans une app, tu dis, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis Ouais, enfin, comparer les différences entre, effectivement, entre les deux, les structures, l'automatisation. Ouais. Après, je pense que c'est clairement plus pour un plan entreprise ou entreprise plus, hein, ce genre de, à mon avis, ce genre de besoin. Je suis d'accord, c'est très pointu. Ah, c'est intéressant, tu vois, j'ai envie de commencer j'ai envie de commencer ce soir. Et en plus, moi, je le fais, ça a un coût pour moi parce que je dois le faire dans tout ce que je chiffre, je vais mettre plus de dev en fonction de ça. Donc, s'il y a un coût de l'abonnement qui est plus haut, mais qui permet de faire ça, c'est sûr que c'est intéressant même pour le client, en fait. Ah, mais je pense que les grands comptes, ils sont prêts à payer pour ça sans problème. Il y a ça, il y a le temps, mais il y a surtout aussi la robustesse. Parce que du coup, tu testes sur développement, tu fais vraiment une passe complète de test, c'est bien. Tu mets en prod, mais en fait, tu as oublié de recopier un truc. J'ai fait des erreurs. Et du coup, tu as un bug alors qu'en fait, il n'était pas sur dev, quoi. Et donc là ça peut être vraiment embêtant, quoi. C'est exactement le cas que j'ai déjà Et eu. on a beau faire du mieux possible, bah, quand tu as beaucoup de modifs, tôt ou tard, il y a des choses qui passent à la trappe. Okay. J'avais une autre remarque, c'est aujourd'hui j'avais utilisé une table éditable et j'avais les détails sur une autre page. Et en fait, la table éditable ne me convenait pas, je l'ai enlevée, j'ai mis une table normale. J'ai vu qu'après que mes liens étaient cassés entre mes variables. Et en fait, si on pouvait, quand on lance la simulation de l'application, si on pouvait avoir une petite liste de toutes les choses qui sont pétées, des variables qui sont mal connectées, qui ne retrouvent pas, ça nous aiderait à débugger et à aller tout réparer. Parce que des fois, c'est vraiment quand tu vas fouiller, que tu ouvres une formule, que tu vois qu'il y a quelque chose qui était connecté, qui ne l'est plus, quoi. Ok. Donc, un rapport. Une sorte de log, ouais. Un rapport des erreurs. Tu fais référence à une variable qui n'existe plus, des choses comme ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Dans un outil qui est très très moche, mais genre Power Apps de Microsoft, quand tu as des formules, des choses qui sont cassées, tu as des petits ronds rouges là, très moches qui se baladent un peu partout. Mais dans ce genre de truc, au moins tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ouais. On a des petites icônes d'erreur, mais elles sont localisées à l'endroit de l'erreur. Mais c'est vrai que globalement, tu ne les vois pas. Ouais. On a Patrick qui nous rejoint. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir, excusez-moi. J'arrive assez en retard. Bonsoir Patrick. Tu arrives pour les surprises. Tu arrives pour les surprises. Je n'ai pas encore eu les surprises. Là. Non, vous avez remarqué quelle chose tu verrais à développer? Est-ce que tu as un problème en particulier sur Zilio que tu auras envie que Didier résolve? Qui ça, moi? Oui, bah, je pense à toi et puis aux autres. C'est sur cette question-là qu'on était en train de réfléchir. Ah, d'accord. Est-ce que les autres ont d'autres remarques? Martial, il n'a pas de demande ce soir, c'est bizarre. Ah non, parce que j'ai déjà embêté Didier sur le début de la semaine, puis la fin de la semaine dernière. Ce qu'il demande, il l'a le lendemain, là. Pas tout à fait le lendemain, mais bon, c'est vrai que c'est très appréciable.
OK. Alors, je vais partager mon écran parce que je vois que le temps défile. Attendez, j'ai une notification à Google Meet. Non? OK. Je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, donc je vais vous faire deux démos. La première arrive immédiatement. C'est le roi du teasing. Pardon? C'est le roi du teasing. Ah, je l'ai teasé cette semaine, hein, plusieurs fois. Hein. Voilà. Bon, il y a des personnes qui ont trouvé, hein, qui ont trouvé la première en tout cas. Donc je vais créer une nouvelle application, des mots. Voilà. Et normalement, vous devriez voir un nouvel onglet. Voilà. Un nouvel onglet en haut qui s'appelle Scénario. Voilà. Dans lequel vous allez avoir des automatisations. Donc on retrouve également les clics utilisateurs, hein, parce que tout est unifié à travers des scénarios. Donc on a des scénarios dans les applications, on a aussi des scénarios qui se déroulent en tâche de fond sur le serveur, qui sont complètement indépendants de l'utilisation dans l'application. Donc on va sortir 3 types d'automatisation ou scénarios. Donc c'est le terme qu'on a choisi. On ne voulait pas mettre automation ou automatisation, c'était un peu trop long d'ailleurs. Et on ne voulait pas mettre workflow parce que c'était en anglais. Et en fait, scénario, ça fonctionne très bien. On a vu que Make utilisait ce terme également. Et en plus, c'est largement inspiré de Make dans l'éditeur qu'on appellera maintenant éditeur de scénario. Donc on a 3 possibilités. On a l'exécution planifiée. Voilà, on donne un nom. Ici, relance facture, par exemple. On définit horaire, soit quotidien, soit hebdomadaire, avec voilà, le paramétrage en fonction. Moi, je vais revenir dessus. Hein. Ensuite, on a Webhook, donc la possibilité d'appeler un scénario Zilio depuis une application externe. Donc ça peut être un formulaire, ça peut être TimeTonic, hein, imaginons, mais ça peut être n'importe quel outil. Ça peut être un formulaire dans un site web, vous voyez. Vous avez un client qui a déjà un site web avec une prise de contact. Vous pouvez rediriger le formulaire sur ce webhook. Un webhook peut être appelé depuis un formulaire, pas forcément une application complexe. Ouais, pour une création d'utilisateurs automatiques. Ouais, voilà. Et puis, évidemment, événement de table. Vous allez pouvoir déclencher un scénario lorsque une ligne est modifiée, créée ou supprimée depuis n'importe quelle de vos tables. Table interne, hein, évidemment. Donc, c'est une grande table et table standard. Je vais vous proposer de commencer avec un webhook. Donc, on a un webhook ici avec, on va l'appeler détection. Je ne suis pas vraiment préparé à détection de lead. J'ai pensé à un scénario, mais on va voir. Détection nouveau lead. Donc, ça peut être un formulaire de contact sur un site. Vous avez ici l'URL du webhook. On va rajouter des variables. On va mettre le nom et le type texte. Hein, on peut le nombre. On peut utiliser le nom booléen date. On peut mettre mail. Et puis, on va mettre la société. Voilà. Ensuite, vous avez des exemples de code ici. Si jamais vous devez l'intégrer techniquement dans une app ou un formulaire, en fait, c'est juste une requête, hein, une requête HTTP assez classique, telle que vous trouvez dans tous les outils qui proposent des webhooks. OK. Je confirme. Donc ici, j'ai mon webhook. Je peux à tout moment, évidemment, modifier son paramétrage. Et ici, je vais pouvoir l'éditer. Alors pour cela, je vais créer une table que je vais appeler prospect, peu importe. J'ai déjà le nom. Je vais créer, qu'est-ce qu'on avait dit, email, le type email, et on va créer société, le type texte. OK. Donc la table est vide. Je retourne dans scénario
ici. Et à réception de ce webhook, je vais vouloir créer une ligne. Vous voyez, c'est les mêmes actions, hein. Et d'ailleurs, c'est exactement les mêmes. Et vous remarquerez que c'est un sous-ensemble des actions. Par exemple, ici, afficher une pop-up depuis une automatisation, ça n'a pas de sens, parce qu'une automatisation se déroule en tâche de fond sur le serveur. Donc ici, attendez, j'ai une fenêtre qui me gêne. Lead. Ensuite, je choisis ma variable. Donc nom, je l'associe avec nom. Email, je l'associe avec email. Société avec société. Vous voyez, si j'ai un contexte différent, on ne propose pas les variables des écrans. Ça n'a pas de sens, parce qu'on est sur un processus en tâche de fond, encore une fois. Là, on ne propose pas les variables de mon catalogue qui est présent dans mes écrans. Donc là, vous voyez, on peut envoyer un contexte au webhook, donc une liste de données qui peuvent être exploitées. Dans ce cas-là, on va créer une ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pourrais envoyer un mail. Ah oui, mais je n'ai pas enregistré. Ok, on va le faire. Alors, pour envoyer un mail, je vais activer ici Google, Gmail, j'active, je me connecte, je valide. Voilà, tout ça, vous connaissez, hein. Voilà, donc ici, j'ai connecté mon mail, donc je reviens ici, et je vais pouvoir utiliser le mail. Je vais l'envoyer à l'admin, à zillow.com. Là, je vais mettre nouveau lead. Message. On va basculer en formule. Et ici, voilà. Et évidemment, ici, on va pouvoir. Je fais rapidement parce que je vois l'heure qui défile. Mais vous comprenez le principe, hein, j'imagine, c'est la même chose, hein. Non. Et puis, voilà, je rajoute l'email, la société. Voilà, la société en tête. Voilà. Alors, si on veut le tester, je vais le tester. J'espère que ça marche, hein. J'espère que avec l'effet Bonaldi. Donc, je saisis ici. Donc, ici, c'est un client REST. C'est un peu comme si on avait saisi dans un formulaire. Je vais le mettre en mode post, comme un formulaire. Et puis, je vais récupérer ici. Voilà, bon, c'est un peu technique, hein, mais c'est un webhook. Un webhook, c'est technique. Et en tout cas, si on utilise un format HTML, c'est quand même plus simple. Donc, ici, je vais le mettre en vue, hein, je vais dire email et simple.com, société. Voilà. Et puis, pour montrer patte blanche avec une clé d'API, donc je vais aller dans Paramètres et je vais activer l'API Zilio. Je copie la clé et je reviens ici et je rajoute un nouveau header. Je crois que ça s'appelle X. Et puis acquis. Je copie-colle. Bon, vous voyez des clés en clair, hein, mais ce n'est pas grave, hein, c'est des apps de test sur un serveur de test. Je supprimerai les apps, hein, donc c'est pas un problème. Donc, imaginez ici qu'on se trouve sur un site web, le lead renseigne les données du formulaire, on clique sur envoyer, et là on a le webhook qui s'est déclenché normalement, hein, il a été mis dans la queue. Donc je reviens ici dans scénario et je vais cliquer sur ce bouton historique. Et vous voyez ici, j'ai un historique. Donc j'ai un appel qui a eu lieu à 22h02, donc à l'instant. Le webhook a duré 2 secondes. Et on voit ici qu'on a l'exécution du step 1, step 2. Donc le step 1, c'est création. Step 2, envoi de mail. Donc, si on va dans la table lead, on devrait avoir un nouveau lead. Bon, sympa. C'est cool.
On n'a C'est pas encore- impressionnant la difficulté que tu as eu à créer tout ça en 2 secondes, tu as connecté un mail, tu envoies un webbook. C'est vrai que tu vois la force aussi de simplifier tout ça. C'est super compliqué à la base et Ouais. ça devient des facilités quand même impressionnantes, je trouve. Quand on les a fait à la main, on se rend compte. Encore, on pourrait automatiser. Hein, tu vois, ici, le création en ligne, il pourrait pré-remplir. Tu vois, s'il détecte une variable qui porte exactement le même nom, on pourrait aider. On pourrait faire encore plus productif à étudier. Mais là, on va pouvoir se passer de make de plus en plus. Ouais. Ouais, parce qu'ici, vous avez accès aux boucles. Mhm. Événement de table. Donc je vais choisir ici. Qu'est-ce que je vais dire? Investigation. Investigation lead sur la table, lead. Là, j'improvise complètement. Hein. Toute modification. Ah oui, maintenant, je ne vais pas pouvoir. Non, je ne vais pas pouvoir. Je voulais utiliser l'IA, mais je vais devoir exposer mes clés d'API, donc c'est pas terrible. En tout cas, vous voyez le principe ici. On a compris le principe. Ouais. Ouais, vous avez compris. Donc ici, je vais pouvoir choisir une table et ensuite choisir une opération sur la table, voir toutes les opérations. Et puis, voilà, donc toute modification. Et ici, je vais pouvoir envoyer un mail. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà, je pensais vous montrer génération du texte. Parce que j'ai fait un autre exemple dans l'après-midi où, en fait, à réception d'un lead, je vais peut-être vous montrer d'ailleurs. C'est celui-là. Ouais. Donc, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous montre directement, détection d'un lead, j'ai fait donc ici sur la ligne créée. Donc, en fait, c'est un exemple où je chaîne 2 automatisations. C'est-à-dire que le webhook ajoute une entrée, et vu que j'ai ajouté une entrée, ce deuxième scénario se déclenche puisqu'il détecte une nouvelle ligne dans la table lead. Okay. Et dans ce cas-là, j'ai une génération de texte via l'IA. Il me dit analyse cette société, donc a été reçue avec cette personne. Donc là, c'était Microsoft et Bill Gates. Et du coup, une fois que c'est fait, une fois que l'IA a fait son analyse, son rapport, on récupère le résultat ici d'un compte rendu, qui est une table, une colonne ici de la table. En fait, ça donne. J'avais essayé avec toi, Martial. Et voilà, donc ici j'ai un rapport, ici je vous l'affiche. Bill Gates, là j'ai le rapport généré par l'IA. En fait, c'est un exemple, je crois qu'il connaissait moins Martial. Ah. L'IA, c'est qui tout à fait? Qu'est-ce que tu demandes précisément? Donc, quand j'ai demandé Bill Gates, il en savait davantage. Désolé, Martial. C'est bizarre. Et voilà, donc un autre exemple où voilà, on a pu détecter une nouvelle entrée, et, faire appel à l'IA pour renseigner une autre colonne de la table. Et puis, j'ai fait un autre test avec une boucle où on a bouclé sur table utilisateur pour envoyer un email. L'idée, c'était de faire des relances de factures, par exemple. Bon, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais vous voyez le principe. Ici, la relance des factures se fait quotidiennement à midi. On boucle sur la table utilisateur, on envoie un email. On envoie un email avec les détails. Voilà, puis on peut faire des embranchements, on peut chercher une donnée, la tester, etc. Vous avez accès à tout le panel des actions possibles sur serveur. Évidemment, par exemple, afficher une confirmation, on ne peut pas le faire dans des scénarios qui se déroulent en tâche de fou. Et quand est-ce qu'on a ça? Ce joujou. Vous l'avez ce soir, après le. Comme promis, vous l'avez ce soir après ce ZIATE. Ou bien. Voilà, on a trouvé quelques bugs qui ne sont pas très, très gênants. Donc, on va les corriger là, dans les jours qui suivent. Mais voilà, ce n'est pas bloquant, donc on livre quand même. Ça vous permet déjà d'expérimenter, de nous faire des retours.
pense qu'on va prioriser ce sujet-là. Dès que vous nous faites des retours, on les prend en compte, on corrige ou on fait évoluer. Voilà, donc ça c'était le premier sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau du périmètre, par exemple, est-ce que c'est ce que vous attendiez? Est-ce que c'est plus? Un peu moins? Franchement, c'est déjà super évolué. Est-ce que tu as déjà géré même les webhooks? Tu as déjà géré les interactions externes assez facilement? La planification. Comme il y a des formules qu'on connaît déjà, on peut juste faire des filtres, des tri, des conditions, quoi, on va dire plus. Super Ouais. complet. Puis il y a les logs surtout. Je trouve que c'est super important. Bravo. Ouais. Voilà, là, on a un historique ici, des exécutions. On a. Ah, se redimensionne, ça, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez, j'aime pas quand les boîtes de direct se redimensionnent. Donc, on va regarder ça. On peut trier les succès, les échecs, et on peut réinitialiser tout l'historique. C'est que sur Make, ils ont mis beaucoup de temps à faire les splits et les merges. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des embranchements qui split suivant une condition, mais qu'à la fin, ça se rejoigne quand même vers la même fin, genre envoyer un email. Et dans beaucoup de scénarios, on était obligé de dupliquer nos éléments pour avoir ces deux embranchements. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pensé à faire? Ouais. Alors pour l'instant, on ne peut pas, parce que l'éditeur est figé. Là, si je rajoute un point de décision, je rajoute voilà, une action. Vous voyez, c'est complètement figé. Donc, si à un moment donné, tu veux merger deux branches, Ouais. Ouais, tu peux pas aller chercher ton élément. tu as intérêt à avoir du bol, hein, que ça, tu vois, que les deux puissent se réunir ici. C'est pas vraiment viable. Tu vois, il faudrait que ça merge ici. Ouais. Ce serait vraiment un coup de bol, parce que tu pourras très bien avoir d'autres conditions. Ce qu'on va faire cet été, donc ça rejoint la roadmap, donc je vais en parler un peu plus tard. On va libérer l'espace de cet éditeur. Vous allez pouvoir mettre vos actions où vous voulez, un peu comme Make. Et du coup, on pourra travailler sur le merge. À quand les actions script Zilio? C'est-à-dire, ah oui, pouvoir déclencher un JavaScript ou quelque chose. Pouvoir en fait mettre du code dans une action. Ouais. Une action de code, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu peux déjà, parce qu'on a un kit de développement. Si tu prends ici dans plugin, voilà. On a sur GitHub, là, tu as toute une documentation avec des exemples. Donc, tu peux créer tes propres actions en JavaScript. Tu peux les déclarer auprès du système Zilio. Donc, en fait, tu as une partie code, une partie metadata où tu déclares ton action. Et du coup, elle apparaîtra dans l'outil. Tu vois, elle apparaîtra ici comme une nouvelle action que tu pourras insérer. Ah, c'est top ça. Ça marche avec les composants et les formules. Ok. OK. OK, bah écoutez, on passe au deuxième sujet. Ça vous va? Avant. OK, deuxième sujet. Alors, je ne vais pas vous le montrer directement dans l'outil. Il est moins abouti que ce premier sujet. Il ne va pas être livré là, dans les jours, dans les semaines qui suivent. C'est pour vous donner un peu de vision, parce qu'on est aussi là pour parler de vision et de roadmap. Ce n'est pas un sujet qu'on souhaitait traiter. Et d'ailleurs, on s'est un peu cassé les dents au début de Zilio, on a laissé tomber. C'est le sujet des apps natives. On se lance dans les apps natives. Et vous allez pouvoir, à partir du même outil, vous allez pouvoir publier des applications sous forme d'applications web. Vous allez aussi pouvoir créer des applications natives dans le même outil, sur la base des mêmes applications ou de la même définition d'écran et de données que vous créez. Donc, vous n'aurez pas besoin de créer une application web puis une autre dédiée aux natifs. On s'occupe des différences et on s'occupe de la difficulté de supporter différentes architectures comme Android et iOS. Donc pour cela, j'ai une petite démo à vous montrer, ce n'est pas hyper abouti, hein, mais c'est une démo plus technique qu'autre chose, qui démontre pas mal au final. En fait, je suis dans un projet Zilio ici, qui permet en fait de créer une application Android iOS à partir d'une application Zilio qui existe déjà, c'est une application cliente, et qui est déjà publiée.
Donc, en fait, ce n'est pas une application où on a triché, où on l'a rendue spécifique pour qu'elle fonctionne. Voilà, donc là, elle se lance. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'émulateur Android. C'est comme si vous aviez un Android dans la main. Et ici, si je reviens dans le menu, voilà, donc ici dans le menu Android, vous voyez, donc ça, c'est une vraie machine Android, enfin virtuelle, mais on a le vrai operating system Android. Et l'application que vous voyez ici, l'application de recette de l'un de nos clients, a été convertie en app native. Vous avez accès exactement aux mêmes écrans. Alors, c'est un peu lent parce que c'est de l'émulation. Hein. C'est de l'émulation dans mon PC, c'est beaucoup plus rapide sur un téléphone classique. Et on a accès exactement aux mêmes fonctionnalités. On a même testé l'application de covoiturage. On a testé des paiements Stripe et ça fonctionnait. Voilà. On a dû faire quelques adaptations, notamment avec les barres qu'on trouve tout en haut, les barres de statut, notamment sur iOS parce qu'elles sont un peu plus basses. Donc, ça nous force à descendre un peu l'écran dans certaines conditions. Donc, on a dû adapter dans la plateforme, hein, mais en fait, on n'a pas dû adapter l'application dans l'éditeur. Dans l'éditeur, tout reste, pour l'instant, hein, tout reste strictement identique. Donc aujourd'hui, on a un proto ici qui nous permet d'aller chercher une app, de la convertir, de la compiler, parce qu'il y a un processus de compilation. C'est ce qui fait la complexité de créer une application native. C'est qu'il faut la compiler avec un SDK Android, un SDK iOS ou Xcode. Il y a des aspects de signature également. Il faut signer une application avant de la publier. Et après, il y a toute une étape de publication qui est hyper spécifique, un peu pénible d'ailleurs, c'est hyper administratif, où il ne faut montrer patte blanche, premièrement, et puis il faut renseigner des tas d'informations sur l'application que vous souhaitez publier. Donc dans Zilio, on mettra en place un formulaire qui va faciliter tout ça, et on va même aller jusqu'à l'étape de publication sur le store. Ok. On va le maqueter cet été, donc ça fait un des sujets qu'on va traiter cet été. Et du coup, depuis Zilio, vous seriez capable de publier directement votre application dans votre compte, soit iOS, soit comment ça s'appelle, Play Store pour Android. Donc, il y a beaucoup de challenges. Je pense qu'on a dégrossi tous les sujets. On sait où on va, donc on sait là qu'on va créer un nouveau serveur dédié qui sera caché pour vous, hein, vous ne le verrez pas. C'est en fait quand vous cliquerez sur le bouton publier, ça appellera derrière, vous ne le verrez pas, mais ça appellera ce serveur qui s'occupera de tout, notamment des phases de compilation. On ne sait pas trop encore combien de temps ça va prendre, peut-être 1 ou 2 minutes pour arriver à la publication. Voilà. Après, il y a des sujets comme, il faut le savoir aussi, tout le monde ne le sait pas forcément. Hein. Souvent, on a des clients qui nous disent « moi, je veux une app native », mais ils n'ont pas forcément anticipé toutes les contraintes d'une app native. Une app native, ça passe par un processus de revue par Google et Apple. Google, ils sont hyper flexibles. Si votre application semble correcte, elle est validée en 1 heure, elle est validée. Hein. Vous avez un mail et c'est validé, elle est directement opérationnelle. Chez Apple, c'est beaucoup plus long. C'est un processus qui peut durer plusieurs jours. Et on peut vous titiller assez facilement sur la qualité de votre application. On va vous demander des droits d'accès, accéder à votre application. Parfois, ça ne suffit pas. Vous allez avoir pas mal, souvent, des allers-retours sur votre application. Et puis, nous, c'est ce qui nous avait refroidi aussi en 2021, quand on en 2020, je ne sais plus, quand on allait commencer à travailler. On avait un client, on avait 2 clients qui avaient été refusés par Apple. Et Apple prétextait que les applications n'étaient pas suffisamment sophistiquées et qu'elles ne justifiaient pas une application mobile. Voilà. Quand on demande des explications, on n'en a pas. On nous dit resoumettez une nouvelle version et on vous dira si c'est bon. On n'a vraiment aucune explication. On nous donne l'article, on nous dit voilà, c'est l'article 2.12.14.
qui explique ça. Hein. Il dit, voilà, ça ne justifie pas l'usage d'un téléphone, il n'y a pas d'exemple, on ne sait pas trop. Donc en fait, nous, on a interprété du type, peut-être que l'application, comme elle n'utilise pas la géolocalisation, par exemple, elle n'utilise pas les push notifications, des choses comme ça. C'est vrai que elle pourrait tourner sur un site web, elle n'a pas besoin d'être vraiment native. Donc on l'a plutôt interprété comme ça. Donc c'est des sujets sur lesquels il faudra prêter attention. Donc, il faudra quand même alerter les clients. Vous pourriez avoir des clients qui vous commandent une application native qui peut être à la fin refusée par Apple. Donc, faire attention. C'est contraignant. Et c'est pas payant d'avoir une app sur les stores? Et oui, deuxième contrainte, c'est que c'est payant. C'est que ça coûte 100 € par an chez Apple et 25 € à vie ou 25 $ chez Play Store. Ok. Donc ça, effectivement, c'est contraignant. Même pour une app gratuite, hein, je précise. Et soumettre une app gratuite, c'est payant quand même. 25 $ chez Play Store, c'est très, très raisonnable. Hein. Et chez Apple, c'est 100. Et pour une app payante, Apple continue de prendre une partie, là, 30%, ou c'est fini ça? Alors, elle prend 30% sur les paiements embarqués dans l'app. Hein. Ah. 30%. Donc, si tu vends des produits numériques dans l'app, oui. Et si c'est des produits physiques, non. Ok. Voilà, donc ça va sortir, ça va être le gros sujet de l'été. Et je pense que ce sera disponible à la rentrée. Difficile de vous dire exactement quand. C'est un sujet très chaud qui va nettement progresser cet été. Et donc, bonne transition. Alors, je n'ai pas de slide hein, je vais arrêter le partage. Comme ça, je vais vous voir. Annuler. Non, je n'ai pas annulé le. Reviens sur ton onglet. Vous êtes en. C'est marrant parce que je clique sur le bouton partager. Il n'y a pas. Et il me dit présenter un autre contenu. Tu vois. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Arrêtez le partage. Ok, super, je vous vois, c'est mieux. Alors, en termes de roadmap, je vois qu'on a un peu débordé, désolé pour ça. En termes de roadmap, attendez, je ne suis pas sur la bonne page. J'étais sur mes notes. Et là, j'ai une demi-page. Hein. Je m'en sors bien hein, ça aujourd'hui. J'ai une demi-page de remarques. Alors, cet été, on va continuer à travailler sur l'accessibilité parce qu'on a une app cliente qui se doit d'être accessible. Et d'ailleurs, je me déplace à Paris dans une association de malvoyants et d'aveugles. D'ailleurs, j'ai eu un entretien avec un aveugle cette semaine qui a trouvé l'application très fonctionnelle. Elle ne l'était pas du tout au début, parce qu'on n'a fait aucun effort d'accessibilité dans Zilio. Il n'y avait rien. On ne détectait rien dans les outils d'accessibilité. Là, tout est détecté. Il m'a dit, voilà, c'est vraiment excellent. Il m'a fait quelques remarques à la marge. Par exemple, on a un composant audio. Il nous a demandé d'ajouter des boutons moins 10 secondes et plus 10 secondes. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir arriver. Le composant audio a maintenant une propriété qui permet d'afficher des boutons plus et moins 10 secondes. Deuxième sujet de l'été, c'est les automatisations. On va continuer à affiner par rapport à vos remarques. On a déjà 2-3 bugs, enfin, pas forcément des bugs, des lacunes qu'on a identifiées. Donc ça, on y travaille. Ça sera la priorité. On veut que les automatisations soient très opérationnelles et complètes dans les semaines qui suivent. Donc c'est la priorité. App native, gros sujet de l'été. On a des sujets de dette technique. On utilise l'IA pour développer aujourd'hui. Avec même Ambre utilise l'IA. Et ça, c'est impressionnant. On a réduit énormément la dette technique cette année grâce à l'IA. On fait de l'AI first. On code quasiment plus nous-mêmes. On demande tout à l'IA. On contrôle, hein, évidemment. C'est beaucoup de travail quand même. On ne fait pas du x100 hein, quand on développe avec l'IA. L'IA ne développe jamais comme on veut. Elle développe assez vite, mais jamais comme on veut. Et on passe beaucoup de temps à la cadrer. Parfois, c'est du n'importe quoi. Des fois, elle ne trouve pas des idées qui nous semblent évidentes. Mais en tout cas, on va plus vite avec l'IA, c'est évident.
Et donc, on a pas mal réduit la dette technique. Il nous en reste quelques-uns. Par exemple, là, on a introduit une nouvelle base de données pour les grandes tables. On aimerait tout migrer sur la même base, y compris les petites. Voilà, vous voyez, ce n'est pas un énorme sujet. On pourrait rester comme ça des années, hein, mais autant le faire. Donc, on fera ça cette année parce qu'on sait qu'il y a moins d'activité en juillet et août. Et un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est améliorer l'expérience utilisateur des composants. On sait que les composants étaient surtout pensés mobiles. On a fait beaucoup d'efforts quand on est passé en desktop. Par exemple, vous avez vu le composant carrousel, on a rajouté des petites flèches pour se déplacer, des petits points, pour qu'il soit plus utilisable en mode desktop. On va continuer à travailler sur ces composants avec l'infographiste. Il nous a déjà fait une liste de petites améliorations qu'on pourrait faire. Par exemple, dommage, je ne partage plus, mais quand on passe en mode desktop ou tablette, on peut réduire le menu de gauche. On n'affichait que des icônes en mode navigation. Et il nous a dit, oui, mais on ne voit plus le titre. C'est-à-dire que quand c'est déplié, on voit bien l'icône et par exemple accueil, l'icône et commande. Et si on réduit, on va juste des icônes. Il nous a dit, mais mettez un tooltip. Et du coup, voilà, c'est des petits agréments comme ça qui vont enlever. Et voilà. Et un autre sujet aussi qui est un peu secondaire, c'est sur l'aspect MCP. On a parlé tout à l'heure de quelques évolutions dont on n'avait pas pensé, mais on va travailler. On aimerait que le serveur MCP soit officiel, c'est-à-dire qu'il apparaisse dans les stores Claude et ChatGPT au minimum. Ok. On a regardé, en fait, c'est juste il faut montrer patte blanche, et puis il faut le passer en revue. C'est un peu comme les Play Store, ils vont vérifier que tout est OK. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'aspects de documentation. Il faut documenter. Je ne sais pas du tout comment documenter un MCP, mais on va regarder comment faire. Voilà, grosso modo, tous les sujets des prochains trimestres. Après, il y a d'autres sujets, je ne peux pas trop en parler, mais à la rentrée, il y aura des sujets d'organisation et qui touchent plus à la société. Parce qu'on va renforcer la société. On ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce que c'est des recrutements? Est-ce qu'on va se faire backer par une société plus importante? Pas un rachat, mais backer. On va avoir des partenariats avec des sociétés solides qui sont là depuis très longtemps. On pourra avoir assez rapidement de la main-d'œuvre disponible pour nous aider pour adresser des comptes plus importants et notamment avoir une force de frappe commerciale. Okay. L'outil est mature, on a vraiment focalisé sur 5 ans sur l'outil. Il est mature, on continue de l'améliorer. Vous avez vu des fois les tout petits tickets qui tombent, des fois vous vous dire pourquoi ils travaillent encore sur des tout petits sujets comme ça. Il y a des semaines, on sort l'automatisation, et puis dans la même semaine, on vous corrige le tooltip du truc. Vous voyez, parce qu'on a vraiment à cœur de continuer à adresser tous les petits sujets. On a un backlog de bugs qui est vide. Hein. On n'a pas de bugs connus, peut-être un ou deux qui ne sont pas très importants. Mais on ne cumule pas les bugs. Hein. Dès que nous montez un bug, vous l'avez vu, hein, on les adresse immédiatement, on s'en débarrasse immédiatement. On ne garde pas les bugs dans le backlog. On n'a que des évolutions. Super. Voilà, grosso modo. Une petite question, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà abordé. J'ai vu passer dans le réseau là, Slack, à un moment, tu posais des questions sur la génération de documents. C'est quelque chose que vous êtes en train de regarder ou... Alors, est-ce que tu entends la génération de PDF, par exemple? Oui, c'est ça, oui. Ouais. On a commencé à travailler dessus. Et on a un petit proto qui a fonctionné. On a installé un composant sur le serveur de pré-prod qui génère des PDF. Alors, on a été un peu surpris parce que la génération de PDF n'est pas si évidente. Il n'y a pas de librairie côté serveur qui génère des PDF. Voilà. On s'attendait à une librairie Java ou Node.js qui le faisait comme ça. Et en fait, non, il n'y en a pas. Donc, il y a des solutions comme installer LibreOffice ou un sous-ensemble de LibreOffice. Enfin, on était vraiment surpris qu'il n'y ait pas de solution clé en main, parce qu'en open source, on trouve tout et n'importe quoi. On trouve tout, en général, on trouve énormément. Et là, on n'a pas trouvé... on a trouvé OpenOffice, c'est open source.
On pensait vraiment le trouver sous forme de librairie. Donc oui, on y travaille. On a une difficulté, c'est sur la possibilité d'envoyer une liste de quelque chose. Sinon, on sait déjà envoyer des variables, par exemple. Donc on a fait un petit proto et ça fonctionne très bien. Ça va arriver, hein, ça va arriver dans les semaines qui suivent. On a démarré. Nous, ça nous paraît évident. Vous avez vu les automatisations aujourd'hui. Ajouter une génération de PDF, ça semble tellement évident. Envoyer un email, générer un PDF, ça semble tellement évident comme fonctionnalité. Donc oui, ça va arriver très très bientôt, Patrick. D'accord, merci. Je t'en prie. Je le note. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques? Je n'ai pas lu le chat, hein, je ne sais pas s'il y avait des questions pendant la démo. Et Nathanaël dit un backlog de bugs vides. Est-ce qu'il peut le dire à Glide? Est-ce qu'ils doivent cumuler les bugs? Ouais. Je ne peux pas vous le montrer parce que dans le backlog, on y met aussi des aspects commerciaux, donc je ne peux pas trop vous le montrer. On ne devrait pas, comme ça je pourrais vous le publier. Il faudrait qu'on sépare, mais on pourrait vous publier le backlog, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Non, mais tout ça, c'est prometteur. C'est bien de voir que ça grandit, que vous allez encore vous développer. Pour nous, c'est assez rassurant qui créons combien actuellement, Didier là, je ne suis pas trop suivi. Actuellement, il y a combien de personnes qui travaillent sur le produit et sur la société? Donc, il y a moi. Donc, moi, je suis architecte depuis 25 ans. Oui. Et, je travaille pour une grande société américaine et j'ai travaillé sur plein d'aspects, évidemment, architecture. Je travaille dans le monde bancaire. Architecture ultra disponible. Et j'ai Bertrand qui travaille avec moi, qui a un profil plus avant-vente et infographiste. Il est très très bon, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Et puis on a Ambre qui travaille aussi, qui est développeuse junior, mais un talent exceptionnel, vraiment excellente. Et d'ailleurs, on a vu avec elle, elle se montrera plus à l'avenir. Voilà, elle ne veut pas trop se montrer, elle ne connaît pas bien le produit dans les moindres détails, donc elle n'ose pas trop répondre de peur de dire des bêtises là, sur le Slack. Mais elle a promis d'intervenir davantage. Peut-être qu'elle viendra au prochain The Atelier à la rentrée, on verra. Okay. Et donc vos objectifs là, avec la nouvelle structuration dont tu parlais, c'est plus augmenter la possibilité de faire des développements ou plus commercial ou... C'est plus commercial, effectivement. Ouais. Ouais. D'accord. On peut s'adresser au secteur B2B. On va accélérer aussi toutes les fonctionnalités B2B, même si on a fait le SSO, on a fait les grandes tables. Il y a un autre sujet qui est important dans le cadre B2B, c'est la gestion des équipes. Capable de partager un projet dans une équipe, adapter les plans par rapport à ça. Je sais que Marc-Olivier, tu m'avais posé une question sur ce sujet. Il y a un autre sujet également, on aimerait pouvoir travailler à plusieurs sur le même projet. Vous voyez, voir plusieurs curseurs travailler en même temps sur une app. On sait que c'est possible grâce à l'architecture de Zilio. Ce n'est pas des changements fondamentaux. Il y a des challenges quand même, hein, parce qu'il faut mettre à jour un écran. Voilà. Donc, on va accélérer effectivement toutes ces fonctionnalités, mais on aimerait aussi adresser le secteur B2B et l'aspect commercial. Ouais. Okay. Super. Bravo, bravo. Voilà, excellent. Merci pour vos retours. Je regardais les questions. Intégration de doc automateur, PDF. En fait, on ne voudrait pas intégrer un autre outil. On en a discuté, j'avais posé des questions sur le Slack. À la fin, on va partir sur une solution pure Zidio. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir de compte chez Carbone, Doc Automator ou je ne sais quoi. Ce sera directement géré par Zidio. Donc, vous éditerez un Word, vous mettrez dans une table Zidio, et puis sous forme de modèle. Et puis, servira comme source de données, puis Zidio produira le PDF. Donc, il n'y aura pas de solution. Super. Tamtonic, il n'y a pas du tout d'outil intermédiaire. Tamtonic le gère directement. Donc, ça devrait fonctionner de la même façon. Merci Nathanaël, tu nous fais des compliments. Merci Patrick aussi. Merci tout le monde. Merci Didier encore. Ouais. Ces fonctions.
Merci à vous. Et puis, merci à tous vos retours aussi. Donc, ça nous est très utile quand vous nous faites des commentaires, même si des fois, vous me dites « Ah, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela ». Nous, on crée des tickets et puis on améliore la solution. Tout souvent, quand on parle avec des clients, on nous dit « Zilio, c'est quand même le fruit de 4 ans de commercialisation, c'est 4 ans de retour utilisateur. Et ça vaut autant que des nouvelles fonctionnalités qui font partie de la vision. » Il y a la vision d'une part, et d'autre part, il y a quand on livre la vision, on s'aperçoit. Donc, bon, je ne dis pas qu'on s'est pas beaucoup trompé, mais parfois on s'aperçoit que c'est pas forcément bien accueilli comme on le pensait. Et puis parfois on me dit ah non, j'aurais préféré ceci, cela. Ou parfois on me dit ah oui, tu as fait ça, mais ce sera bien d'ajouter telle ou telle chose. Donc, des fois, on se dit, ça semble ultra complet, et puis ça ne l'est pas forcément. C'est ce qu'on se dit sur les automatisations. Vous allez nous faire des remarques, on compte sur vous. Et donc, ça vous arrange, évidemment, mais ça nous arrange aussi parce qu'on a des bons retours solides d'utilisateurs qui utilisent vraiment l'outil. Et là, on a des applications qui commencent vraiment à être compliquées. On a Guillaume, là, il a fait une app. Il a 79 écrans, la dernière fois qu'on a regardé. Desktop. Donc, c'est des écrans assez fournis, desktop. D'ailleurs, on a élargi le canevas pour lui parce que ça dépasse. Et on a rajouté l'explorateur d'écran. Il nous avait fait la demande aussi. Il dit j'ai trop d'écrans et il faut que je puisse naviguer. Parce que c'est vrai qu'en mode mobile, c'est plutôt petit. Donc, on peut naviguer, pourquoi pas. Mais en mode desktop, ça commence à représenter une surface impressionnante. En tout cas, on continue à nous dire que c'est vraiment la vision d'avoir les écrans en situation où on voit l'expérience utilisateur, ou comment on appelle ça, le parcours utilisateur. Ça, on nous dit que c'est vraiment top comme éditeur. Voilà. Marc-Olivier me demande est-ce qu'on peut faire des groupes d'écran. Non, on ne peut pas faire des groupes d'écran. À voir comment s'organiser. Ouais, tu fais des backdrops, des espèces de carrés de couleurs où tu viens mettre à l'intérieur tes écrans pour faire des groupes. Ouais, on pourrait. Comme ça, tu fais, pour le moment, nous, on privilégie des lignes d'écran, c'est-à-dire qu'on fait des fonctionnalités sous forme de lignes. Là, tu vas faire la ligne catalogue, la ligne commande, la ligne mon compte, la ligne je ne sais quoi, donc on fait des lignes. D'ailleurs, l'explorateur, dans son premier critère d'affichage, c'est sous forme de ligne. Vous voyez, écrit position. En fait, il vous lisse les écrans de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Et à voir comment on pourra améliorer tout ça. Il y a Figma qui propose une autre possibilité que j'aime assez, c'est la notion de page. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul espace de travail, vous allez pouvoir en définir plusieurs, par exemple, un espace authentification et compte, un espace catalogue, un espace commande, peu importe. Et du coup, voilà, vous pouvez ranger c'est un peu des dossiers quelque part. Ouais. À voir, à creuser tout ça. Voilà. Alors, je vois qu'on a dépassé. Le MCP, c'est pourquoi on nous demande Patrick. Alors, MCP, c'est déjà disponible, Patrick. Ah oui. Ouais. Donc, tu peux déjà copier l'URL, tu peux l'activer et ensuite copier l'URL dans je sais plus comment ça s'appelle, dans une app ChatGPT ou Claude. D'accord, mais tu peux pas te connecter avec Claude directement par les intégrations, par le. Alors, en fait, il faut que tu ailles dans les paramètres d'intégration et tu copies-colles cette URL. D'accord. Je crois que tu l'as fait, Jérôme. Oui, je l'ai fait. C'est un connecteur spécial. Il n'est pas dans le catalogue standard, justement, ce qu'il a parlé Didier tout à l'heure. Mais tu le fais très facilement. Tu as juste une ligne de code à copier. Et puis... Tu peux combiner des données de Zilio et des données de Notion, par exemple. Là, après, lui, il va chercher avec les tools ton intelligence, enfin Claude ou ChatGPT. Lui, il va chercher où tu lui dis de chercher. Donc, après, si tu actives le connecteur là dans le MCP, il va le chercher dans Zilio. Et puis, si tu lui dis d'aller chercher dans Notion, il ira aussi. Puis, il va te faire des comparaisons ou autres. Ou tu peux tout t'imaginer. C'est intéressant.
Et c'est un connecteur par app, en fait, que tu mets. Mm. Tu connectes application par application. Donc, Génial. ce qui permet de bien segmenter tes données. Mais si tu veux avoir ton catalogue complet d'app, il faut que tu crées un connecteur par app, quoi. Bon, voilà. D'accord. Mais c'est plus sécure comme ça. C'est pas plus mal, oui. Très bien. Ok. Bah, écoutez, Super. c'est ça. Et l'hébergement, juste Didier, l'hébergement, c'est où l'hébergement des données Zillion? Je n'ai jamais trop. C'est tout OVH, c'est ça? Ouais, tout est chez OVH D'accord. en France, à Gravelines, il me semble. C'est dans le nord de D'accord. la France. Voilà, tous nos serveurs sont là. C'est un point qui est important de plus en plus, oui. Parce que il faut de plus en plus des gens qui réagissent, même si tu es hébergé en France, mais chez AWS, on a certains qui tiquent, quoi. Et là, on contrôle tout, hein. On est sur des VPS, hein, donc on contrôle vraiment toute la stack. Et on ne dépend plus de services américains. On D'accord. a tout déconnecté. On avait des serveurs à la fois en Amérique, en G-Cloud et chez OVH. Et puis, je crois, plus d'un an, quelque chose comme ça, on a arrêté les serveurs américains. Parce qu'avant, tu pouvais choisir d'être hébergé en France ou aux États-Unis. Ouais. Là, on a tout est en France. Il n'y a plus qu'à passer les comptes historiques Google, leur permettre de pouvoir passer en compte user mot de passe. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il faudrait qu'on le fasse. Super. Ok. Bah, écoutez, Très bien. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos retours. Ils sont hyper précieux, hein, pour nous. Donc c'est enregistré, donc on va pouvoir le revisionner, puis on va le diffuser. Merci à vous, on a vraiment une belle communauté. Vous êtes hyper réactifs et ça permet de construire un beau produit qui n'est pas juste une vision théorique. Il est vraiment construit par vous aussi, hein. Il y a des fonctionnalités qui ont été inventées par vous, hein, à travers le temps. Donc ça, merci encore pour ça. Passez une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Bye.